Eh bien voilà, c'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue. C'est une nouvelle pause café. Pause café, comme à chaque fois, j'en suis sûr, passionnante avec l'UNADEV et des invités exceptionnels en cette pause café ce 14 octobre. Et pour cause, c'est la journée mondiale de la vue. Deux invités exceptionnels. Ils sont en plein boulot et notamment Amina Rescala. C'est comme ça qu'on prononce, hein, Amina? Non, c'est parfait. C'est parfait. Regardez, elle est en plein travail. Elle nous accorde quelques minutes. Vous êtes chef de clinique ophtalmologue à l'hôpital de la Croix-Rousse, hein, dans la région de Lyon. Vous avez reçu en 2021, cette année, une bourse pour des travaux. On va en parler. On est ravis, en tout cas, d'être avec vous en direct. Vous avez participé au congrès de la Société française d'ophtalmologie. Et Étienne Hirsch était également avec nous. Vous êtes neurobiologiste. Vous avez écrit beaucoup de thèses. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, à l'INSERM, et vous êtes aussi co-directeur de Avissant. Avec l'UNADEV, vous avez noué des partenariats. C'est l'Alliance pour les sciences de la vie et de la santé. Merci beaucoup d'être avec nous en cette journée. Alors, l'émission s'appelle Pause Café. Petite question comme ça qui n'a rien à voir avec le sujet. Le matin, vous êtes thé, chocolat, café. Vous êtes quoi avant de travailler, avant vos longues journées, Amina? Plutôt chocolat. Chocolat. Et vous, Étienne? Beaucoup café, et le café protège les neurones. Il paraît. C'est en le consommant avec modération, mais plusieurs études ont montré que les neurones étaient protégés par le café. On connaît le mécanisme d'action même. Il paraît que le café a des vertus comme le chocolat d'ailleurs, hein, mais ce n'est pas le sujet du jour. C'est la journée mondiale de la vue. Amina, merci de participer entre deux opérations, le bloc opératoire à ce direct. Il est question notamment dans cette pause café avec l'UNADEV de la lumière artificielle. C'est un sujet qui vous passionne, elle nous accompagne partout, peut-être même dans la pièce où vous êtes actuellement, parce que la lumière artificielle, il y en a partout, dans les néons, dans les plafonniers, dans les phares de voiture, sur nos téléphones portables évidemment. Et cette lumière, vous l'avez constaté en tant que scientifique, eh bien, les scientifiques constatent que la dégénérescence des photorécepteurs rétiniens eh bien, peut être aggravée par ces expositions prolongées de cette lumière artificielle. C'est bien cela? Oui, exactement. Ça va être une thèse de science qui va s'intéresser à la dégénérescence des photorécepteurs, un certain type de photorécepteurs qui s'appelle les bâtonnets, qui jouent un rôle, il y a des publications qui ont montré qu'ils jouent un rôle récent dans la physiopathologie. Et on va voir en fait si l'exposition aberrante à la lumière va soit provoquer, soit accélérer le développement de la dégénérescence de ce type de cellules photosensibles au niveau de la rétine. Et alors, c'est intéressant d'employer ce terme que j'ai lu en préparant cette interview. Vous parlez en effet d'une exposition aberrante. Pourquoi? Une exposition aberrante parce que donc, dans la thèse qu'on peut faire, c'est sur des modèles murins. Donc, il y a aussi des publications qui ont été faites. Donc, on va comparer deux expositions différentes, des rétines qui ont été exposées à des lumières dites normales et des rétines qui ont été exposées à des lumières d'une manière d'une manière aberrante, comme on dit. Pourquoi comparer ces deux-là? Parce qu'on voit que dans la vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne, on a une exposition à tout ce qui va être écran d'ordinateur, des expositions aux phares de voitures, des expositions, ça, c'est une exposition qui est complètement banalisée et elle peut avoir lieu aussi bien, la plupart du temps même, ça va être la nuit, ça va être essentiellement donc, des expositions nocturnes, même des expositions diurnes. Donc c'est la question qu'on se pose en fait, c'est la question qu'on va se poser, c'est est-ce que cette exposition, enfin après c'est la transposition du modèle murin au modèle LM, mais est-ce que cette exposition un petit peu aberrante va altérer du coup les cellules photosensibles de la rétine, et est-ce que derrière on pourrait avoir un message de sensibilisation de sensibilisation surtout pour les patients qui sont atteints d'une maladie rétinienne. Étienne Hirsch, sur ce que vous venez d'entendre, vous connaissez aussi le sujet, mieux comprendre ces mécanismes, comme vient de le dire Amina, sur voilà, cet environnement qui peuvent conduire à la cécité. Oui, je pense que c'est quelque chose de très important, hein, et
En fait, il y a déjà eu des études dans ce domaine-là et en particulier des recommandations de l'ANSES, qui est une agence de sécurité sanitaire, qui a alerté nos concitoyens sur l'utilisation des diodes. Alors, les diodes, c'est quoi? Ce sont les LED que l'on voit partout dans la vie commune, pour des raisons écologiques et on fait tous attention à l'environnement. Elles remplacent les ampoules classiques, mais ces LED peuvent être extrêmement dangereuses pour notre système visuel. Et tout dépend en fait du type de LED qui est utilisé. Cette lumière, elle peut être plutôt sur des dominantes rouges ou plutôt sur des dominantes bleues. En fait, on dit bleu, c'est à la limite entre le bleu et les ultraviolets. Et donc, lorsque l'on va dans ces températures de couleurs, il peut y avoir des effets néfastes. Et l'ANSES a, dans une première recommandation en 2010, qui a été réitérée en 2019, attire l'attention des utilisateurs et puis des fabricants de LED pour éviter ce type de lumière. Amina Rescala, c'est intéressant parce que vous le disiez, et vous aussi, Étienne Hirsch, sur le fait de attention, recommandation, notamment donc auprès de nous, les gens qui vivons. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a des comités d'experts qui travaillent énormément sur le sujet. Il y a beaucoup de comités d'experts, même d'expertise au niveau européen et au niveau français. En fait, ce qu'il faut faire, c'est peut-être déjà éviter d'utiliser certains types de lumière, comme l'a dit le docteur Hirsch, ça c'est très important. Oui. Après, il faut savoir aussi que la principale source de lumière bleue, entre guillemets, c'est le soleil. Donc, je pense que déjà la protection solaire, au-delà de tout ce qui va être exposition aux écrans aux lumières artificielles, c'est vraiment très important de se protéger du soleil en portant une paire de lunettes qui est adaptée. C'est d'ailleurs une recommandation qu'on donne à tous les patients qui sont atteints de toutes les maladies avec dégénérescence rétinienne. La lumière s'est éteinte. La lumière s'est éteinte, mais on vous voit, c'est bien, grâce à votre ordinateur. Donc le soleil, en effet, protection déjà naturelle, et face à une lumière naturelle. Ça va être éviter les expositions prolongées aux écrans autant que possible. C'est vrai que c'est très compliqué parce que dans la vie actuelle et dans notre société actuelle, on est tous très sollicités à travers les écrans. Notamment, là, on vient de passer une période de confinement où le télétravail était devenu à l'ordre du jour. Mais c'est de limiter au maximum ces expositions. Docteur Hirsch, est-ce que c'est un problème plus lié aux pays industrialisés? Oui, c'est probablement plus lié aux pays industrialisés. C'est vrai qu'il y a les écrans, mais il y a les diodes et c'est ça qui est vraiment très important. Et vous avez tous vu certains architectes d'intérieur qui mettent des lumières au ras du sol très puissantes. Eh bien, ça, c'est à éviter. Je pense que c'est quelque chose de très important. Ou alors, il faudrait avoir des diodes qui sont des diodes un petit peu intelligentes, qui pourraient même mimer le circuit, ou plutôt le cycle de la lumière pendant la journée. Comme l'a dit Amina, c'est vrai que ce qui est dangereux, c'est le soleil à midi. En fin d'après-midi, le soleil va aller plutôt sur des lumières rouges. D'ailleurs, on voit tous des merveilleux couchers de soleil en lumière rouge. C'est quand même moins dangereux que le soleil à midi. Pour autant, une fois qu'on a dit tout ça, il faut essayer de comprendre maintenant les mécanismes de toxicité, en fait, de cette lumière qu'on va appeler lumière bleue, sur le système visuel. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Et c'est là où nous en venons au partenariat entre Avisan et l'UNADEF. C'est que collectivement, nous allons essayer de comprendre ces mécanismes
parce que seule la recherche permet de comprendre ces mécanismes. Et nous avons lancé un appel d'offres avec l'UNADEV pour identifier la meilleure équipe de recherche ou le meilleur groupe de chercheurs, je devrais dire, pour essayer de répondre à cette question. Vous aussi, hein, Amina Rescala, vos recherches ont été soutenues par l'UNADEV et justement, vous avez obtenu une bourse cet été, il me semble. Oui, exactement. C'était une bourse lors du congrès de la Société française d'ophtalmo. Et d'ailleurs, je remercie aussi bien la SFO que l'UNADEV pour l'attribution de cette bourse pour les travaux de recherche fondamentaux, de recherche fondamentale, pardon, qui vont avoir lieu. C'est vrai que, comme le docteur Hirsch disait, le plus important finalement pour la prévention et pour le traitement, c'est de toute façon la recherche, tout ce qui va être recherche fondamentale pour comprendre les mécanismes initialement, c'est le moyen de pouvoir anticiper les choses et de pouvoir traiter et faire de la prévention. Alors, c'est intéressant parce qu'on parle en cette journée mondiale de la vue de ce problème de lumière. Alors, il y a ces lumières artificielles et puis ces lumières naturelles. Et l'un comme l'autre, vous avez parlé du soleil de midi, du coucher de soleil. C'est quelque chose, vous, Amina Rescala, qui vous fascine. C'est ce qu'on appelle ce fameux rythme circadien, hein. C'est-à-dire ce rythme, hein, qui est défini par l'alternance entre nous, hein, la journée que l'on vit quand il fait jour et quand il fait nuit. C'est aussi ça qui a des conséquences sur les troubles de la vue. Alors oui, en fait, il y a deux types de rythmes différents. Il y a le rythme journalier qui, lui, est donné par la lumière, et on a en nous, des horloges. Le corps humain est vraiment fait d'horloges, et on va avoir, en fait, il y a tous les processus qui vont être plein de processus primordiaux pour la santé, qui vont présenter en fait ce qu'on appelle notre activité cyclique, c'est ce rythme circadien. Et ce rythme circadien qui est généré donc par les horloges qui sont dans tous les organes. Et on a trouvé, il y a eu des recherches aussi qui ont trouvé qu'il y avait une horloge aussi bien dans la rétine, et même dans chaque cellule de la rétine, il y a des horloges. Et cette horloge, en fait, elle va jouer un rôle qui va être vraiment fondamental dans tout ce qui va être adaptation de la physiologie de la rétine. Oui. Et de la vision, du coup, alternance jour-nuit. Donc, la perturbation sur le long terme des rythmes circadiens, ça conduit de toute façon à une augmentation de plein de pathologies. C'est ces ruptures-là, hein, qui parfois, justement à cause aussi de ces lumières artificielles, qui peuvent avoir des conséquences terribles. Docteur Hirsch, on le sait, on l'a vu, et vous connaissez bien mieux le sujet que moi. On a fait des gros progrès, notamment dans tous ces sujets-là. Quels sont ceux qui restent encore un mystère? Celui-là en est un encore un? Alors, celui-là en est un, mais plus globalement, je pense qu'il faut essayer de comprendre les mécanismes qui sont à l'origine des pathologies du système visuel. Et on peut citer plusieurs types de pathologies. Évidemment, il y a les pathologies héréditaires, hein, comme les atrophies optiques, comme certaines dystrophies de la rétine. Et puis, il y a d'autres pathologies comme la DMLA, qui est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et comme son nom l'indique, l'âge est un facteur particulièrement important. Alors, c'est là où nous intervenons. Et lorsque je dis nous, c'est cette association entre l'UNADEV et Avisan, pour essayer de comprendre ces mécanismes. Et pour vous donner un exemple, nous avons lancé, grâce au financement de l'UNADEV, une campagne de recherche sur l'année 2020, l'année 2021, avec 1,8 million d'euros, je dis bien 1,8 million d'euros, distribués à 8 équipes de recherche pour comprendre ces pathologies. Alors, je voudrais juste vous illustrer 3 types d'éléments de recherche. Le premier, c'est sur l'atrophie optique dominante. Hein. Vous savez, notre œil, il est relié au cerveau par ce qu'on appelle le nerf optique. Eh bien,
une équipe qui est financée grâce à cet appel d'offres, qui est l'équipe de Pascal Boulanguet à Toulouse, essaye de comprendre l'effet de la lumière sur le coût que va faire le nerf optique. C'est une zone un peu comme un tuyau, en fait, ou un câble électrique. C'est plutôt un câble électrique, on est avec des électriciens et pas des plombiers. Le câble électrique, lorsqu'on va le plier, il va être un petit peu plus fragile. Eh bien, ce que font ces chercheurs, c'est qu'ils essayent de comprendre comment les endroits où le nerf optique est coudé est plus sensible en fait aux effets de la lumière et au stress de la lumière. Le deuxième exemple est un exemple d'une équipe qui est dirigée par Vassiliki Valatsis, qui est à Montpellier et qui a pris la suite de notre collègue décédé Christian Hamel, qui était vraiment une des figures dans le domaine de la vision. Et il s'intéresse à la dystrophie de la rétine, c'est-à-dire à la mauvaise forme de la rétine, et il développe des modèles expérimentaux pour pouvoir tester des médicaments sur cette maladie. Le troisième exemple de financement que je voudrais donner, c'est sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et la personne qui a eu ces financements est Francine Béard-Cohen, qui est à Paris, qui, comme le docteur Rezala Rekala a une activité purement clinique de chirurgienne ophtalmo. Elle s'intéresse à la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ouais. Vous savez que ça touche beaucoup de personnes et il y a deux formes en fait de DMLA. Une forme que l'on appelle humide, avec la formation de vaisseaux sanguins et vous savez qu'un des traitements consiste à injecter dans l'œil des anti-VEGF pour empêcher ces vaisseaux sanguins entre guillemets de pousser. Mais il y a un tas d'autres formes qui ne répondent pas à ce traitement. Et donc, ce que fait l'équipe du docteur Béard-Cohen, c'est d'essayer de tester d'autres hypothèses et en particulier une voie que l'on appelle la voie des minéralocorticoïdes, et elle est en train de tester plein de médicaments pour essayer de trouver un traitement pour ces DMLA qui ne résistent pas aux anti-VEGF. Donc vous voyez que grâce à ces financements, on couvre plein de pathologies et on essaye de trouver des traitements. Et c'est intéressant parce que vous avez collaboré à un livre écrit il y a 2 ans à peu près qui s'appelait « Le cerveau en lumière » où il est aussi question de notre cerveau avec tous nos sens, nos comportements, nos cognitions, notre conscience. Ça résonne particulièrement avec ce que vous venez de dire. Docteur Resgala, un petit mot parce qu'on arrive à la fin de cette pause café et en plus je sais que vous avez une intervention au bloc opératoire. L'importance de cette journée mondiale de la vue pour vous? Alors, c'est la journée mondiale de la vue, c'est vraiment quelque chose de très important et il faut vraiment insister dessus et faire une sensibilisation qui va être globale. L'importance, elle est multiple, c'est-à-dire qu'elle va avoir aussi bien sur le versant de tout ce qui va être dépistage, donc dépistage aussi bien de pathologies qui sont très fréquentes, comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Souvent, la DMLA, c'est quand même une maladie qui va être parlante, mais qui va être très symptomatique, il y a des symptômes, mais il y a des stades qui sont précliniques et pour lesquels les patients n'ont pas forcément de symptômes et qu'on peut dépister et pour lesquels on peut faire des petites mesures de prévention. Mais il y a d'autres maladies qui sont tout aussi importantes, toutes les dystrophies rétiniennes, même s'il y a un terrain souvent familial qui permet d'avoir un dépistage un peu en amont et un diagnostic un peu en amont. Et il y a des maladies qui sont aussi très importantes, et avec une prévalence qui est importante et souvent extrêmement sous-diagnostiquée, comme le glaucome. Et je sais que l'UNADEV a lancé une grande campagne dans le glaucome, pour le bus du glaucome, auquel d'ailleurs je vais avoir la chance de participer en tant que clinicien. Et en fait, c'est des maladies qui sont d'une évolution insidieuse. Et le diagnostic précoce, ça permet d'anticiper les choses et de pouvoir donner plus de chances aux patients pour avoir accès aux thérapeutiques le plus tôt possible, finalement, ou alors à un suivi le plus tôt possible. Donc ça, c'est sur le versant clinique.
Et la journée mondiale de la vue a aussi un rôle qui va être fondamental sur tout ce qui va être, le versant recherche. Ça permet de sensibiliser les gens, de savoir, de leur dire que tous les traitements, il n'existe pas forcément de traitements qui guérissent pour le moment, mais il y a une myriade de chercheurs, et il y a énormément de personnes qui sont en train de donner de leur temps, de leur énergie, de donner de leur passion, de faire de leur passion pour essayer de faire changer les choses, essayer de comprendre ce qui se passe en amont, de tout ce qui va être les mécanismes physiologiques et physiopathologiques, pour essayer de changer les choses et pour essayer d'améliorer aussi bien la qualité de vue que secondairement la qualité de vie. Donner du temps, de l'énergie et mieux comprendre, voilà ces mots qui concluront ces passionnants échanges de cette pause café. Et d'ailleurs, je précise que le bus du glaucome avec l'UNADEV est à Perpignan en ce 14 octobre, en vadrouille dans toute la France. Merci beaucoup de nous avoir consacré ces quelques minutes dans cette journée très importante. Merci pour vos messages très forts et très importants et pour le travail que vous consacrez à toutes ces maladies. Merci à vous. On se retrouve dans une prochaine pause café avec l'UNADEV très bientôt. Merci encore à vous deux. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir.